Madame, Monsieur, bonsoir. Doyenne de l'humanité, Jeanne Calment s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 122 ans. Cette femme que la mort semblait avoir négligée avait enterré 17 présidents de la République. Elle avait vécu l'apparition de l'aviation à son adolescence et elle avait tout juste 20 ans lorsque les frères Lumière ont inventé le cinématographe. Portrait signé Patrice Velay. L'adieu de Jeanne l'Arlésienne. Sa vie entière, elle est restée près du Rhône, là où elle est née en 1875. Une jeunesse bourgeoise et bien vite le mariage. En 1898, il en naîtra une fille. La maison familiale se remarque encore dans le centre d'Arles. Ici, Jeanne a traversé le siècle, elle en était la mémoire. Avant 14 ans, c'était la belle époque. C'était une vie sereine, agréable. On avait des vies tranquilles. Mais depuis la Révolution, j'ai vu le début du cinéma, oui. C'était un petit film comique. Chaque anniversaire était une fête, un nouveau record pour Jeanne. Aveugle et de plus en plus sourde au fil des années, elle avait toujours conservé sa vivacité d'esprit, son sens de la réplique face aux innombrables questions des journalistes. Allez Jeanne, dites-nous votre secret. La santé, le morphotisme et puis une sacrée volonté. J'ai une sacrée volonté cristienne. Je sais ce que je veux, mais on ne me fait pas faire ce qu'on ne veut pas. Je suis d'une bonne race. J'ai eu de bons fabricants. Depuis l'âge de 110 ans, Jeanne vivait en Arles dans cette maison de retraite, objet de toutes les attentions du médecin du service, entourée de ses records de longévité. Être née avant la construction de la Tour Eiffel lui valait l'intérêt de toute la planète. Simplement la maquiller, lui donner un coup de maquillarla y darle un peinadito nada más. Y nosotros con Telenoticias vamos a asistir a la toilette de Madame Colme. Ouvrez un peu la bouche, Madame Calment. D'Argentine ou d'Australie, en fait du monde entier, il se déplaçaient nombreux journalistes, photographes, cinéastes pour entourer Jeanne Calment chaque 21 février, une popularité jamais démentie. Jeanne s'était même lancée dans le cinéma à 115 ans, un petit rôle dans un film sur Van Gogh. Elle avait croisé le peintre dans sa jeunesse, une histoire qu'elle racontait volontiers. Mais je n'ai pas eu un bon souvenir de lui. Il a été mal rassé et impoli. Et je suis partie en courant chez moi, j'ai plus rien savoir. Bonjour, je m'appelle Jeanne Calment. Une doyenne toujours plus médiatisée au fil des années. Le summum, la sortie de son CD 4 titres devant une nuée de journalistes. Jeanne avait accepté l'idée comme une nouvelle expérience. À 121 ans, elle voulait encore profiter de la vie. Son médecin a toujours affirmé que rien n'était fait contre sa volonté, sans doute, même si Jeanne Calment était depuis longtemps dépassée par son image sur tous les écrans du monde. Pour Jacques Chirac, cette extraordinaire vieille dame était un peu notre grand-mère à tous. Interrogée à l'occasion de son 120e anniversaire sur sa vision de l'avenir, Jeanne Calment avait alors répondu par ces deux mots très brefs. Son humour et sa vitalité ont été salués par Michel Vauzel, le maire d'Arles, qui a qualifié la disparue de mémoire vivante de cette ville. Reportage de nos envoyés spéciaux Alban Mikosi, Gérard Gallian et Didier Leduc. La maison de retraite du Lac, près d'Arles. C'est ici que Jeanne Calment a fermé les yeux ce matin vers 10 h après avoir pris normalement son petit déjeuner. Elle semble s'être éteinte tout doucement, le cœur a cessé de battre, c'est tout. Doyenne de l'humanité, Jeanne Calment vivait ici depuis 1985. L'administration de l'hôpital n'a pas souhaité faire de déclaration. Seul visiteur de marque, le maire d'Arles, Michel Vauzel. On s'était fait à l'idée que Jeanne Calment ne nous quitterait jamais. Chaque année, on se retrouvait autour d'elle, sa grande famille arlésienne, et elle était notre grande sœur. Elle nous montrait le chemin de la vie, de la curiosité, de l'appétit de vivre, de la force de vivre. En Arles, les drapeaux ont été mis en berne, comme ici au fronton de la mairie. La nouvelle de son décès a rapidement parcouru les places et les rues. Moi, je trouve qu'elle est tranquille maintenant et que c'est mieux pour elle. Comme j'ai dit tout à l'heure à monsieur, on a discuté et voilà. On pensait qu'elle allait plus loin, quoi. Je pense, on se comptait les années, chaque fois on disait 122 ans déjà. On pensait qu'il y aurait 125 peut-être, 130. Mais non, ce sera 122 ans, il n'ira pas plus loin.
Espiègle, coquette, vive, ceux qui ont connu Jeanne Calment se souviennent, telle Yvonne Clergue qui participa à cette séance photo. Et elle était ravie d'avoir quelqu'un avec qui parler. Parce que, pour tout vous dire, elle se sentait mieux avec des gens qui venaient lui rendre visite plutôt qu'avec les personnes âgées qui étaient autour d'elle. Elle n'avait rien à voir avec ces gens. Et je me souviens quand elle a pris cet éventail, puis elle a fait son petit regard comme ça, puis lorsque les photos ont été terminées, elle nous a offert un verre de Porto. Le soir tombe sur la maison du lac que 104 pensionnaires habitent encore. Rien n'a changé, seul un petit supplément d'âme s'est envolé. En direct de l'hôpital d'Arles, le docteur Catherine Levrault, qui a bien connu Jeanne Calment, à qui elle a consacré un mémoire de gériatrie il y a 4 ans. Bonsoir docteur, pour vous, Jeanne Calment était en quelque sorte médicalement le prototype de la longévité humaine. Oui, tout à fait. Madame Calment est une personne qui, pour un médecin, est tout à fait remarquable. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous a appris, et ça pour un étudiant c'est agréable, se retrouvait dans cette personne. À la fois ses qualités et à la fois sa façon de vivre. Et tout ça aboutissant à une personne tout simplement qui vivait plus que tout le monde. C'est quand même rassurant. Alors est-ce que le secret, si secret il y a de sa longévité, ce n'est pas d'avoir allié toute sa vie une très bonne résistance physique, mais aussi une très grande résistance mentale? Oui, bien sûr. Nous avons affaire ici à quelqu'un qui a une famille tout à fait remarquable de gens très solides et qui ont vécu très vieux, ses parents, son frère. Et elle-même, dans son enfance, a été élevée de façon tout à fait saine. Et ensuite, tout simplement, elle s'est retrouvée avec une vie très diverse, très sportive, mais pas spécialement fatigante, car c'est une dame qui n'a pas eu besoin de travailler pour gagner sa vie. Et une vie tout à fait agréable, qu'elle a dit à multiples reprises avoir beaucoup appréciée. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est arrivé jusqu'à un âge très avancé, jusqu'à 110 ans, sans infirmité, sans maladie. Et elle a commencé à vieillir à partir de ce moment-là. Elle était même un petit peu coquette. En fait, elle était très flattée d'être devenue une vedette, entre guillemets. Oui, Madame Calment est quelqu'un, et c'est rare parmi les personnes âgées, qui apprécie d'être montrée, d'être appréciée, d'être admirée. Elle était très sensible aux hommages qui lui étaient faits. Elle était très sérieuse dans sa préparation. Elle était en permanence convaincue qu'il fallait faire bonne figure. Et même quand elle était très fatiguée, car quand même c'était une vieille dame, elle faisait son maximum pour se montrer sous son meilleur jour, car elle pensait que c'était son rôle et son devoir. Merci beaucoup pour ce témoignage en direct de l'hôpital d'Arles. En 65, un notaire de cette ville d'Arles avait acheté et enviagé l'appartement de Jeanne Calment, alors âgée de 90 ans. Il est mort 20 mois avant elle, à l'âge de 77 ans, après avoir déboursé au total 920 000 francs. Si l'âge atteint par Jeanne Calment, plus de 122 ans, reste exceptionnel, passer le cap des 100 ans est en revanche de plus en plus banal, notamment en France, où l'on recensait environ 200 centenaires vers 1950, 5 à 6 000 aujourd'hui, et on en prévoit quelques 150 000 en l'an 2050. Enquête Françoise Vallée, Jean-Daniel Flézac. Eugène entre dans sa 100e année et son petit frère Joseph affiche 97 printemps. Malgré les épreuves de la vie, dont 2 ans à Auschwitz pour Eugène, ils sont d'une étonnante vitalité. Des gestes de la vie quotidienne aux activités intellectuelles en passant par les promenades tous les jours, le temps ne semble pas avoir de prise sur les frères Klein. Il faut dire qu'ils ont sans doute un petit secret. Il faut goûter tout ce qui est bon. Oui, il ne faut pas m'abuser. Non, pas trop de gras. Moi, j'ai un grand regret de ne pas avoir abusé. De plus en plus de personnes passent aujourd'hui le cap des 90 ans et ils seront 10 000 centenaires à l'aube du XXIe siècle. Il est très vraisemblable que l'hygiène de vie joue un rôle parce qu'on ne voit pas quel autre facteur pourrait expliquer le fait qu'actuellement nous gagnons 3 mois d'espérance de vie tous les ans. Le réfrigérateur, par exemple, a fait quasiment disparaître les cancers de l'estomac dans notre pays. On n'a plus besoin, grâce à lui, de fumer ou de saler la viande, pratique hautement cancérogène. Les aliments sont devenus beaucoup plus sains. Les personnes âgées aujourd'hui mangent moins, mais mieux. Les médicaments, eux, n'ont pas prolongé la vie des personnes âgées, mais ils les ont empêchées de mourir précocement, de maladies facilement curables. Reste la génétique, on ne sait pas encore grand-chose de nos gènes du vieillissement. On sait cependant que les centenaires ont un système de défense particulièrement vaillant. Les personnes qui vivent très longtemps ont un système immunitaire très résistant.
solide. Et un système immunitaire résistant, ça permet d'éviter des tas de pathologies, des maladies infectieuses, le cancer, et c'est peut-être le dénominateur commun des personnes qui vivent vraiment longtemps. Grâce à une étude scientifique appelée Chronos, on en saura un peu plus sur la génétique des centenaires dans quelques mois. La famille Klein est très intéressée, surtout les 3 petits frères et sœurs de Joseph et Eugène qui ont 87, 83 et 81 ans. Après la disparition de Jeanne Calment, le doyen de l'humanité est désormais un Américain d'origine danoise qui fêtera ses 115 ans seulement, pourrait-on dire, le 16 août prochain. Sans transition, comme disent mes excellents confrères, nous allons mettre le cap vers Athènes avec l'une des principales épreuves du championnat du monde d'athlétisme, le 400 mètres haies, avec une performance attendue du Français Stéphane Diagana, vainqueur de sa demi-finale. Tout de suite, nous retrouvons en direct Laurent Frédéric Bollet. Laurent, c'est à vous. Oui, bonsoir Bruno, en direct d'Athènes, effectivement, pour vivre le grand moment de cette soirée, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous Français, la finale du 400 mètres haies masculine. Alors vous le savez, effectivement, Stéphane Diagana est engagé dans cette finale et on nourrit de très grands espoirs pour Stéphane Diagana qui sera au couloir 6. Stéphane Diagana, recordman d'Europe de la spécialité, qui a gagné sa demi-finale dans sa meilleure performance mondiale de l'année. Autant dire que Stéphane est en forme, mais il faudra qu'il se méfie, notamment de l'Américain que l'on vient de voir, Brian Bronson à la ligne 3 et de l'Italien Fabrizio Mori à la ligne 4. Tout de suite, la composition très rapide de cette finale. Ligne 1, le Sud-Africain Herbert. En 2, Muzic, le Tchèque. En 3, Bronson, donc l'Américain qui est quand même le favori. En 4, Mori l'Italien. En 5, un Russe, Machenko. En 6, Diagana, qui a donc un petit peu le désavantage de voir ses principaux rivaux derrière lui. Mais après tout, lors de sa demi-finale victorieuse, il était aussi au couloir 6. Stéphane Diagana à l'antenne, donc, que vous voyez à l'image. Au couloir 7, il y aura le Jamaïcain Morgan. Au couloir 8, le Zambien Samuel Matete, toujours redoutable dans ces grands événements. Dans quelques instants, le départ de cette grande finale. Voilà, ils sont partis pas de faux lapin. Il faut dire que c'est très rare. Exactement 45 mètres à parcourir avant la première haie. Je vous signale d'ailleurs que ces haies font 91,4 cm de haut. Stéphane Diagana qui manifestement a pris un superbe départ puisqu'il est déjà revenu sur son adversaire jamaïcain Morgan. Stéphane Diagana qui est un spécialiste des départs canon. Après évidemment la grande difficulté c'est de tenir jusqu'au bout. On voit qu'aussi au couloir 8 Samuel Matete n'est pas excellent tandis que l'Américain Bronson évidemment n'est pas mal du tout. C'est quand même le favori. Stéphane Diagana à l'antenne. Manifestement il est en tête. Il va déboucher en tête lors de cette dernière ligne droite. Oui, Stéphane est largement en tête. Va-t-il tenir? Il reste environ 60 mètres à parcourir. Attention, Brian Bronson fournit son effort. Va-t-il revenir sur Stéphane qui peut tenir bon? Plus que 15 mètres à tenir et Stéphane Diagana va peut-être devenir champion du monde. Ce sera la première. Oui, Stéphane Diagana, champion du monde du 400 mètres haies. C'est un véritable événement et qu'est-ce qu'on est content. Je vous le dis franchement pour Stéphane Diagana qui est un type formidable, un coureur modèle, solide, intelligent, lucide. Et il remporte aujourd'hui son premier grand titre, Stéphane Diagana, champion du monde. Il y avait eu quelques déceptions le concernant par le passé, notamment une médaille de bronze il y a 2 ans au championnat du monde. Et bien aujourd'hui c'est une éclatante revanche pour Stéphane Diagana, donc 28 ans, champion du monde du 400 mètres haies. Stéphane Diagana félicité par ses adversaires. Ah, je peux vous dire qu'il doit goûter ce moment avec une joie qui sera toujours chez lui contenue, car il est sérieux de nature, je vous le disais. Mais Stéphane, franchement, doit ressentir une joie immense. C'est la consécration d'une carrière. Parfois il avait déçu, on lui en faisait le reproche. Eh bien cette fois-ci, il n'a pas déçu. On ralentit juste l'arrivée Bruno, je pense, pour goûter ce moment exceptionnel du sport français. C'est la première médaille de ces championnats du monde et c'est une médaille d'or. Ne boudons pas notre plaisir. Stéphane Diagana donc, qui aura fait la course en tête manifestement et qui devance l'Américain Bronson qui était pourtant annoncé comme le favori, son principal adversaire. Je peux vous dire que c'est un véritable exploit pour Stéphane Diagana que de devancer Bronson alors que le Sud-Africain Herbert prend manifestement la 3e place. Laurent Frédéric. Oui. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre donc en direct cette très bonne surprise pour le camp français. Hier soir, les 2 épreuves reines d'athlétisme, comme l'on dit, ont vu le grand retour gagnant des sprinteurs américains, avec la victoire de Maurice Green dans le 100 mètres homme et de Marion Jones dans le 100 mètres féminin. 6 ans que l'Amérique attendait cela. Commentaire toujours Laurent Frédéric Bollet. Être champion du monde du 100 mètres n'empêche pas d'avoir des émotions. Maurice Green, dans les bras de son père hier soir, ce ne sont pas des larmes de crocodile. Et pourtant, pour une finale, c'est la loi de la jungle. Il faut vaincre ou être battu, ce qu'aucun des 8 compétiteurs ne peut accepter.
Green au couloir 3 qui domine tout le monde et notamment Donovan Bailey, le champion olympique. En quelque sorte une passation de pouvoir car Green n'a que 23 ans. Une nouvelle génération de sprinteurs américains arrive, ambitieuse, toujours plus forte, avec bien sûr l'inévitable discours américain. Je voudrais juste remercier Dieu pour m'avoir permis de réaliser le boulot que j'ai fait ici. C'est enfin la victoire d'une bande de copains qui à Athènes ressemble à des statues antiques. Honneur maintenant à Marion Jones et son fiancé lanceur de poids, un beau bébé de 150 kg. Chez les femmes, c'est la même histoire. Non, ce n'est pas Merle Noté qui gagne avec 80 mètres d'avance, c'était bien un faux départ. Non, ce n'est pas l'Ukrainienne Piltusevich qui gagne malgré les apparences. Oui, c'est bien Marion Jones, un premier titre à 21 ans seulement. Je pensais avoir gagné, mais je n'en étais pas sûr. Maintenant, je vais célébrer ce titre. Marion Jones, spécialiste du 100 mètres et aussi de la longueur. Elle est championne des États-Unis de cette spécialité. Les États-Unis qui ont donc bien de la chance, avec Maurice Green et Marion Jones, la relève est assurée. En France, plus d'un établissement sur 3 accueillant le public, restaurant ou piscine, ne respecte pas toujours les réglementations sur les normes d'hygiène ou de sécurité. C'est le tout premier bilan de l'opération pour des vacances sans nuages, une opération destinée à défendre les consommateurs contre les arnaques de l'été. Au total, 90 000 contrôles sont prévus d'ici fin août. Sébastien Vibert. Bonjour. Service de la répression des fraudes. Bonjour madame. Salut courtois, mais inspection implacable. Hygiène, sécurité, information, les contrôleurs de la répression des fraudes n'ont pas vraiment pris de vacances durant ces 3 premières semaines de juillet. Et le bilan n'est pas brillant. Sur 8500 établissements contrôlés, 1 sur 3 a présenté des irrégularités, 1 sur 10 a fait l'objet d'un procès verbal. Trop tôt pour dire si ces résultats sont pires ou meilleurs que l'été dernier, mais les contrôleurs ont relevé quelques graves infractions. Et d'abord, dans les restaurants, établissements les plus visités. 11 d'entre eux ont dû carrément fermer leurs portes. Ceux que les contrôleurs ont parfois découverts avaient vraiment de quoi couper l'appétit. Des produits qualifiés de frais sur la carte, sortant en fait tout droit du congélateur. Viandes et poissons dont l'odeur révélait une congélation plutôt douteuse. Ou encore un cuisinier stockant ses produits d'entretien dans sa cuisine et ses aliments dans son local à poubelle. Les magasins d'alimentation ont été également très surveillés. Plus de 7 tonnes de produits ont été détruits, comme par exemple 1,5 tonnes de pommes de terre à moitié pourries en partance pour des rayons de supermarché. Ou des surgelés qui, malgré leur date limite de fraîcheur fixée à janvier dernier, se trouvaient toujours en chambre froide, prêts à l'achat. Restent enfin les piscines, dont les conditions de sécurité sont de plus en plus attentivement surveillées. Une piscine a d'ailleurs été fermée. Les contrôleurs ont surtout vérifié les fameuses grilles d'aspiration, susceptibles de blesser un baigneur ou le plaquer au fond du bassin. Des fonds parfois difficiles à discerner, tant l'eau était sale, car mal ou pas filtrée du tout. Les vacanciers doivent donc rester vigilants, et c'est d'ailleurs souvent sur plainte de leur part que les contrôles sont effectués. Protection des vacanciers suite avec dans les Alpes-Maritimes ce dispositif tout à fait unique de surveillance de la propreté des eaux de baignade. Reportage Yasmina Farber, Eric Georgiou. La mission a été confiée à cet ancien pilote de chasse, sous-officier de l'armée de l'air. Sa reconversion en surveillant des eaux de baignade et des zones de pollution à 25 ans. À bord d'un rallye, il scrute la Côte d'Azur du 19 juin au 31 août. Un regard d'aigle pour détecter du ciel les déchets en surface. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et c'est le courant Ligure qui ramène tout ça. Vous le verrez très bien. L'opération de survol coûte 200 000 francs financée par le Conseil général des Alpes-Maritimes. Tous les matins, Roger sillonne 120 km de côte de Théoule-sur-Mer à Menton. À 500 pieds, 150 mètres d'altitude, il observe la Méditerranée selon un découpage dont il a le secret. L'objectif est de protéger les zones de baignade. De toute manière, c'est une protection rapprochée des plages, parce que les bateaux, on ne peut pas les envoyer très loin au large. Le commandant de bord guide une petite armada de bateaux nettoyeurs avec lesquels il est en liaison radio. Alors, quelques macro-déchets ici, à peu près à 100 mètres au droit de la digue du Vieux-Port. Le Pélican, célèbre embarcation pour les habitués de la Côte d'Azur, peut ainsi mieux s'orienter pour avaler les déchets qui polluent la Méditerranée.
Cet engin, mis au point il y a une vingtaine d'années, recueille les détritus et aspire une partie des hydrocarbures. Aujourd'hui, la mer était relativement propre, seule une nappe de pétrole rejetée par un bateau a attiré notre regard en vol. Mais le littoral des Alpes-Maritimes est plus exposé que d'autres côtes françaises. Ici, c'est pas difficile, il y a plus de 90% qui viennent d'Italie par le courant Ligure. Mais ça vient de Grèce, ça vient de partout. Hein. Roger, pilote de chasse et traqueur de déchets, prendra sa retraite après cette saison. Mais cette détection en vol, unique au monde, devrait continuer l'été prochain. En cette période estivale, vous êtes à demi pardonné. Si vous n'avez pas lu de près le journal officiel, sachez qu'un décret vient de paraître au JO modifiant une loi de 1995 qui oblige quelques 8000 médecins diplômés hors des 15 pays de l'Union européenne à passer un nouvel examen pour pouvoir continuer à exercer en France. C'est une semi-victoire pour le comité des médecins à diplômes étrangers qui ne cachait guère son inquiétude avant la publication de ce décret. Reportage Florence Bouquilla. Chaque jour, depuis 3 ans, le docteur Mokadem contrôle cette console de scanner ou celle des échographies. Il donne ses indications au manipulateur radio, interprète les clichés, établit son diagnostic. Algérien, il exerce dans les hôpitaux français depuis près de 10 ans. Mais depuis la loi Veil de 1995, les médecins à diplôme étranger doivent réussir un concours aux critères d'inscription très pointilleux, trop pour le docteur Mokadem. Il sera donc bientôt remercié. Je travaille depuis 10 ans. En tant que radiologue reconnu et pratiquant la médecine, la radiologie, comme tout radiologue, et d'un coup, on est bon à rien. On ne vaut rien. On n'est pas médecin, on n'a pas fait d'études. Au centre hospitalier de Meaux, comme dans presque tous les petits hôpitaux de province, un médecin sur 3 est étranger et très peu sont admis à passer le concours, d'où l'inquiétude des chefs de service. Si les médecins à diplôme étranger sont arrivés dans les hôpitaux, c'est qu'en fait il manquait de médecins à diplôme français au sein des équipes. Et que donc s'il y en a un nombre important qui doivent partir, le problème se reposera pour faire fonctionner tous les jours les différents services. Cette mise en application de la législation va aboutir dans bon nombre d'établissements, y compris celui-ci, si rien ne change par ailleurs, à des difficultés de fonctionnement extrêmes et immédiats, notamment dans les secteurs de réanimation, d'imagerie, pour ne citer que les principaux. Ce problème, crucial pour les petits hôpitaux généraux, touche également des services hospitaliers de pointe dans de grands hôpitaux de l'assistance publique. Ainsi celui de réanimation néopédiatrique de l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Car les médecins à diplôme français s'orientent de moins en moins vers une spécialité pédiatrique, encore moins vers la néonatologie, jugée mal payée et trop pénible. Les prématurés doivent être surveillés 24 heures sur 24. Ici, sur 30 médecins, 12 ont des diplômes étrangers. On peut admettre éventuellement que la formation initiale de ces médecins ne soit pas tout à fait au niveau de la formation du diplôme français. Le problème, c'est que ces médecins se sont spécialisés d'abord en pédiatrie et au sein de la pédiatrie en néonatologie et que dans ce cadre-là, ils ont acquis une compétence qui est tout à fait excellente. De vrais médecins donc, qui plus est très souvent naturalisés. Ils sont français à cursus étranger, bientôt interdits de travail. Au Liban, 5 membres présumés du mouvement Hezbollah pro-iranien ont été tués ce matin par l'explosion d'une bombe placée au bord d'une route par un commando israélien hors de la zone occupée par l'État hébreu au Liban Sud. Selon plusieurs témoignages, un avion de reconnaissance israélien sans pilote survolait ce secteur lors de l'explosion. Un attentat qui survient après de violents affrontements cette nuit entre les combattants du Hezbollah et un commando israélien héliporté. Alors qu'Israël et l'OLP se rejettent toujours mutuellement la responsabilité directe ou indirecte de l'attentat qui a fait 15 morts mercredi sur un marché de Jérusalem, l'activité diplomatique s'intensifie afin de sauver ce qui reste du processus de paix au Proche-Orient. Sur place pour France 2, Charles Anderlin. Premier diplomate à se mesurer à la crise, l'Espagnol Miguel Ángel Moratinos, émissaire européen au Proche-Orient. Ce matin, Yasser Arafat lui a demandé d'intervenir auprès du Premier ministre israélien pour lever au moins en partie le bouclage des territoires palestiniens. Non, lui répondra M. Netanyahou en début d'après-midi, il n'en est pas question, sans arrestation en masse de militants islamistes à Gaza et en Cisjordanie. Le Premier ministre croit que c'est une nouvelle attaque, une nouvelle bombe explose dans les jours qui viennent, ça serait une catastrophe pour nous tous. C'est pour cela que les mesures qu'il a prises, c'est dans la volonté d'éviter
qu'une nouvelle bombe puisse faire dérailler définitivement le processus. M. Moratinos, vous craignez une explosion régionale? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on est dans un moment les plus difficiles du processus, mais je crois qu'il y a dans tous les endroits de la région des hommes politiques avec une vision historique. Parmi ces leaders politiques, le roi Hussein de Jordanie, chez qui Yasser Arafat est allé passer la soirée. Le président palestinien ne veut pas céder aux exigences israéliennes. Il estime qu'une vague d'arrestations d'islamistes le rendrait encore plus impopulaire chez les Palestiniens au moment où les autorités israéliennes poursuivent la destruction de maisons construites sans permis à Jérusalem-Est. À Téhéran, Mohammad Khatami est devenu officiellement le 5e chef de l'exécutif de la République islamique d'Iran depuis la révolution de 79 en prêtant serment ce matin devant le Parlement. Vainqueur au mois de mai de l'élection présidentielle grâce essentiellement aux voix des femmes et des jeunes, ce religieux incarne l'aile réformatrice et libérale au sein du clergé iranien. Bientôt l'heure de la relève pour les malheureux occupants de la station Mir. 2 cosmonautes russes vont en effet décoller demain de Baïkonour pour venir réparer les dégâts occasionnés à la suite d'une collision fin juin entre cette station orbitale russe et un vaisseau ravitailleur. Précision Romuald de Bonan. Pour rejoindre l'orbite de Mir à 400 km de la Terre, les cosmonautes vont mettre 48 heures. Dans la soirée du 7 août, le SAS entre Soyouz et Mir s'ouvrira. L'équipage, actuellement dans la station, 2 Russes et un Américain, aura alors une semaine pour établir avec les 2 arrivants un bilan complet de l'état de la station. Le 25 juin dernier, une collision avec un cargo de ravitaillement avait endommagé la paroi et l'un des panneaux solaires du module Spectre, privant la station de 60% de son énergie électrique. Le 14 août, Sivliev et Lazoutkine reviendront sur Terre, après avoir vécu un incendie, des pannes électriques et informatiques, une collision et même des problèmes cardiaques pour le commandant de bord. L'Américain restera lui en orbite pendant les réparations. 6 jours plus tard, les choses sérieuses commenceront. Les cosmonautes s'équiperont de scaphandres identiques à celui-ci, prévu normalement pour des sorties dans l'espace. Mais ils interviendront à l'intérieur, dans ces quelques mètres cubes du module dépressurisé après l'accident. Pendant les réparations, Michael Foll se placera aux commandes du Soyouz en cas de retour précipité. L'opération devrait durer 5 heures pour tenter ce qu'ils ont déjà réussi à l'entraînement en piscine, le branchement d'une dizaine de câbles complètement inaccessibles. En fait, le niveau de difficulté de cette opération est assez bas. Le travail n'est pas très difficile, mais notre responsabilité est grande. Les 2 Russes reprendront leur scaphandre le 3 septembre, pour une sortie dans l'espace cette fois. Ils devront inspecter la paroi de Mir, percée sur 3 cm², mais le colmatage ne devrait pas commencer avant février 1998. Dans la grande série Un sou est un sou, l'armée française, appelée à faire des économies drastiques, comme l'on dit, revend un certain nombre de ses propriétés, dont la citadelle de Bonifacio, une opération qui ne s'annonce pas simple, comme l'ont constaté sur place Jacques Cardoz et Bruno Livertou. À l'extrême sud de la Corse, au bout des falaises, en prolongement de la ville haute, une citadelle à vendre. Enfin, plus tout à fait. La citadelle de Montlaur de Bonifacio s'étend sur une superficie de 35 000 m². Depuis le début de l'été, ce n'est plus qu'aux équipes de télévision que l'adjudant de Lens fait visiter les 35 000 m² de terrain. La vente de ce domaine unique est en effet suspendue jusqu'à l'automne, le temps pour les élus corses de convaincre l'État de payer. On est à un investissement de 100 millions de francs. 100 millions de francs, c'est encore réalisable pour une collectivité comme la Corse entière. Mais après, c'est le fonctionnement. Et là, le fonctionnement ne peut plus dépendre de la seule Corse, des seules institutions corses, et encore moins de Bonifacio. La mise à prix du terrain avait été fixée à 8 millions de francs, sa rénovation estimée à 50 millions de francs, plus les frais de fonctionnement. Malgré son mauvais état, plusieurs acquéreurs, corses ou non, s'étaient manifestés. Mais sous la pression des tendances nationalistes, il n'est désormais plus question de céder la totalité du domaine uniquement au secteur privé. Reste une 3e solution. Je pense que c'est par un ensemble, à la fois peut-être un hôtel de bonne qualité, peut-être des logements sociaux, peut-être des bâtiments administratifs, peut-être des locaux de différentes natures qu'on peut trouver. Il n'y aura pas, en somme, un seul projet. Il y aura un ensemble de projets qui feront un quartier nouveau de Bonifacio.
L'appel est lancé, rendez-vous à l'automne. Reste le plus important, trouver une idée adaptée au site. Or jusqu'à présent, toutes ont échoué. École de pilote d'hélicoptère, université d'été ou école d'hôtellerie. Dans notre série Cultivons notre jardin, ce petit détour par Chaumont-sur-Loire qui organise autour de son château et pour la 6e année consécutive un festival des jardins. Thème cette année que d'eau, pour reprendre l'expression du toujours regretté MacMahon. Reportage Jean-Yves Perrin, Nathalie Gallet. Fleurs des champs et fontaines de bambou mues par de minces filets d'eau. Sons insolites qui suscitent le regard, toujours en alerte, dans ce jardin baigné de soleil. Un peu plus loin, un espace très construit. Les plantes, entourées d'eau, glissent et s'agitent au bord de la noyade. C'est pas du décor de théâtre, c'est pas des œuvres d'art, c'est vraiment des vrais jardins. Et les gens qui viennent d'ailleurs, il y a plein de gens qui prennent toujours des notes comme ça, qui écrivent pour piquer les idées. On a découvert un peu ce thème et c'est vrai qu'ils viennent nous voir l'année d'après avec les photos de ce qu'ils ont réalisé, réussi ou raté, mais c'est ça qui passe ici. C'est quelque chose de très modeste et très proche des gens. Lieu d'expérience. Lieu d'expérience à portée de tous. C'est pas si compliqué. Voilà. À Chaumont-sur-Loire, tous les jardins sont l'œuvre de paysagistes ou d'architectes, bien souvent épaulés par un sculpteur ou un plasticien. Qu'ils viennent pour l'art ou pour la botanique, le public a l'air d'aimer ça. On a des idées ici, on trouve beaucoup d'idées. J'ai 100 mètres carrés de jardin, vous savez, je peux pas en faire grand-chose. Non, mais c'est beau. Ils vont pas prendre un jardin, ils vont pas prendre un bloc, ils vont prendre une micro-scène, c'est-à-dire une association de deux plantes, de deux couleurs. Quand on est passionné de jardin, que l'on rencontre dans une journée, qu'on rencontre une plante, 2, 3, 4 plantes, on est heureux. Il y a aussi les professionnels, toujours à la quête du petit truc. C'est exotique ça aussi. C'est une plante où ça vit chez nous. Oui, ça vit chez nous, c'est un légume oublié un peu. On est plusieurs enseignants, on vient ici pour photographier ce jardin, pour le voir, pour donner des idées à nos étudiants. Quelques peintres aussi, inspirés par cette nature généreuse. Ce potager par exemple, fouillis inextricable de choux, courgettes et tomates, dont l'artiste isole joliment ces quelques fleurs. Je vous propose maintenant de revenir sur la très bonne surprise venue tout à l'heure, vous l'avez vécu en direct sur France 2 des championnats du monde d'athlétisme d'Athènes, la médaille d'or de Stéphane Diagana dans le 400 mètres haies. C'était François Brabant. À cet instant précis, le seul qui sait, c'est lui. Stéphane Diagana est le seul à savoir ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est partir vite. Car Samuel Matete, à sa droite, et Brian Bronson, derrière lui, ne sont pas des spécialistes du départ canon. Diagana, lui, si. Et son départ est canon. Il remonte 1 à 1 tous ses adversaires. Le Zambien et l'Américain sont les favoris, mais Diagana sait qu'il peut les battre, à condition de tenir dans la dernière ligne droite. Et Diagana tient. À 28 ans, il offre sa première médaille à la France, il s'offre sa première médaille d'or à lui. Champion du monde du 400 mètres haies, maintenant, il sait. Une fois qu'on est dans les blocs, on est tous les uns contre les autres. Mais on sait combien c'est dur. Le 400 mètres haies particulièrement. On sait que c'est difficile, on a beaucoup de respect mutuel. Et Samuel était vraiment content pour moi. Il m'avait dit que c'était pas trop son année, qu'il allait faire deux. Samuel et Brian Bronson également, l'Amérique. Aussi. Et bon, après une année galère comme j'ai eu l'année dernière, je pense qu'ils savent ce que ça représente pour moi et je pense qu'ils sont sincères quand ils disent qu'ils sont contents. 97 bougies aujourd'hui pour Queen Mum, comme ont surnommé affectueusement les Britanniques la reine-mère Elisabeth, qui a su préserver l'admiration de ses sujets malgré la succession de scandales qui ont miné l'image de la famille royale. Sur ces images du monde, le point de vue de Thierry Tuinier. Les Anglais la surnomment avec affection et respect Queen Mum. Et aujourd'hui à Londres, c'est son jour. La reine-mère souffle ses 97 bougies. Bien sûr, au fil des ans, sa démarche s'est faite plus hésitante, ses sorties plus rares. Mais celle qui fut reine de 37 à 52 demeure la plus populaire au sein de la famille royale.
Et chaque année, ses sujets lui souhaitent un bon anniversaire. C'est l'anniversaire de la reine-mère, super! Bon anniversaire! Quand on la regarde, on se demande pourquoi le reste de la famille n'est pas comme elle. C'est sans doute là que réside le secret d'une popularité jamais démentie. La reine-mère, elle, n'a jamais fait la une de la presse à scandale. Une belle histoire pour terminer, celle d'un groupe d'enfants siciliens déshérités qui, lors d'une excursion, a trouvé un portefeuille contenant plus de 30 000 francs en billets. Ces enfants ont contacté eux-mêmes le propriétaire du portefeuille qui les a remerciés en leur offrant une crème glacée. Moins mesquine, leur municipalité a annoncé l'organisation d'une grande fête. Dernier journal, vers 1h moins le quart, en compagnie de Laurence Ostolazza. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Rémi Roche recevra le critique gastronomique Jean-Luc Petit-Renaud. Dans un instant, la météo, Nathalie Rioué, avec un mardi lourd et orageux. À 13h, vous retrouverez Antoine Cormery. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h, après avoir eu le privilège de vous souhaiter une bonne nuit du 4 août. Très très bonne soirée, merci.